Allez, bienvenue dans un nouvel épisode à méditer. Ici, on est avec Colline Doussin, en plein cœur du 16e arrondissement, du coup au St James à Paris. Déjà, merci pour l'accueil, c'est incroyable. Merci à vous d'être venu, c'est trop bien. Merci beaucoup. Je suis trop contente de vous recevoir. C'est un plaisir, surtout chez toi, maintenant que tu as le poste de chef. Du coup, nous, on s'est un peu croisés quand tu travaillais au Cheval Blanc et on a toujours un peu gardé contact par-ci, par-là. Oui. Et du coup, maintenant, tu as pris une place de chef. Donc, déjà, parle-nous un peu de cet acheminement jusqu'à ce poste. Tu vois, maintenant que ce n'est pas les mêmes contraintes quand tu étais salarié. Qu'est-ce que ça fait d'être chef ça change tout, hein. Ça fait un choc, surtout que ça s'est fait finalement assez rapidement. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu le cheminement, donc moi j'ai fait Ferrandi. Ouais. Et à la sortie de Ferrandi, j'ai commencé directement par travailler en tant que commis à l'hôtel Tout Mieux, où à l'époque il y avait un restaurant hôtel Michelin, et c'est là où j'ai rencontré le chef Grégory Garimbet. Ouais. Donc qui est chef aujourd'hui, voilà, ici. Chef ici. Et en fait, donc on a travaillé là-bas ensemble. Après, nos chemins sont un peu séparés. Lui, il a fait l'ouverture de l'auberge Nicolas Flamel. Et on est toujours resté en contact parce que mon copain Maxime, avec qui je travaillais aussi au Tout Mieux, l'a suivi faire l'ouverture à l'auberge. Et du coup, je suis toujours restée en contact, je suis souvent allée manger à l'auberge, etc. C'est que vous deviez avoir un bon feeling dès le début, alors non? Oui, déjà, il y avait un très bon feeling à l'époque du Tout Mieux. On avait la même façon déjà de travailler, très rigoureuse, etc. Donc ça matchait déjà bien à l'époque. Et du coup, on est toujours resté en contact. Et en fait, quand donc la chef pâtissière de l'auberge, Francesca, est partie, il a pensé à moi pour le poste de chef. Donc c'est vrai qu'au début, c'était un peu... je me sentais pas forcément prête parce que à l'époque, à Cheval Blanc, j'étais que demi-chef. Donc pour moi, j'avais pas encore toutes les connaissances et toutes les compétences pour être chef, quoi. Je me sentais pas forcément prête. Et puis en réfléchissant un petit peu, en parlant aussi autour de moi, je me suis rendu compte qu'en fait, je pense qu'on se sent jamais prête à 100% pour être chef, quoi. Il y a toujours des choses à apprendre dans tous les cas. Donc à un moment, il faut juste un peu sauter dans le vide. Et je me disais qu'il n'y avait pas meilleur chef que chef Garimbet pour ce premier poste. Parce que tu connaissais déjà d'avant, vous avez déjà la complicité. Voilà, c'est ça. Et en plus, du coup, tu as ton copain, du coup, qui travaille ici aussi. Oui, donc j'imagine le soutien mutuel, tu vois. Oui. Déjà, je connaissais le chef, je connaissais du coup Maxime qui était sous-chef à l'auberge à l'époque. Et puis je connaissais déjà l'équipe parce que j'étais déjà venue régulièrement à l'auberge. Donc du coup, je me disais, là, j'étais en confiance. Donc c'était vraiment les meilleures conditions pour me lancer dans cette aventure-là. Donc j'ai pris mon premier poste de chef à l'auberge Nicolas Flamel. Et quelques mois après, le chef a décidé de partir et toute l'équipe a décidé de le suivre. Et du coup, on m'a proposé ce poste de chef au St James Paris et il m'a proposé de le rejoindre en tant que chef pâtissier. Donc, un beau parcours, très commencé. Parce que là, t'as quel âge, si je peux me permettre? Je viens d'avoir 27 ans. 27 ans. Du coup, ici, tu avais 26 alors? J'avais encore 25. 25, c'est beau. C'est passé assez rapidement. Il a vraiment, lui aussi, fait un pari un peu, parce que il savait pas trop ce que je valais en soi. Il savait... Il connaissait tes valeurs et tout, mais... Ouais, c'est ça, ma façon un peu de travailler et tout, mais je veux dire, niveau créativité, identité, etc., j'en avais pas encore, quoi. C'était vraiment un pari, c'était soit ça passait, soit ça cassait. En l'occurrence, ça l'a fait, et tant mieux, mais c'était quand même un pari, quoi, parce que donc, l'auberge, c'était une étoile à l'époque, donc il y avait quand même un certain standing. Donc il m'a vraiment fait confiance, il a vraiment misé sur moi. Et pareil ici, quoi. Quand il m'a dit... qu'il allait rejoindre le St James Paris, je lui ai tout de suite dit non mais l'auberge Nicolas Flamel, un restaurant qui reste quand même à petite échelle et tout, je veux bien, mais St James, je lui ai dit tout de suite c'est pas possible, quoi. Je pense vraiment pas que j'ai le niveau. Et en fait, il a tellement cru en moi et tout que ça aide énormément aussi quand la personne croit
Les capacités et tout, ça pousse des ailes un peu. Oui, c'est ça. Enfin, vraiment, c'est pour ça que je pense que j'aurais pas pu prendre ce poste-là avec un autre chef que je connaissais pas. Ouais. Le fait, oui, que quelqu'un ait confiance en moi, du coup, ça donne de la force, quoi. Et du coup, tout ce process justement de trouver un peu ton identité et tout, j'imagine que là, ça fait un peu plus d'1 an et demi que tu as le poste, mais tu es encore en train un peu de t'y faire, j'imagine. Ouais, bien sûr. Ouais, en fait, je me rends compte que je continue vraiment sans cesse d'évoluer parce que parfois, donc là, j'ai fait le tour d'une année. Parfois, j'essaie de reprendre des desserts que j'ai fait l'année dernière, par exemple. Et puis au final, ça me plaît plus, quoi. Donc, je modifie, je change encore. Et c'est très rare que je remette un dessert tel quel, quoi. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé. À chaque fois, ça évolue. J'ai changé un peu mon style, mes découvertes, goûts, etc. Oui, j'ai peut-être découvert aussi d'autres produits. Puis j'imagine, la première année, il doit y avoir tellement tout à faire tout le temps que peut-être que là, sur la deuxième année, tu as peut-être plus de choses en place qui peuvent te permettre de prendre plus le temps, peut-être de développer de nouvelles choses, tu vois. Ouais, je pense. C'est vrai que la première année, dès que je suis arrivée ici, alors que j'avais quand même eu quelques mois pour me préparer mentalement, parce que je suis pas arrivée après l'annonce du chef, je suis pas arrivée tout de suite ici, j'ai eu le temps de me préparer. Mais en fait, quand tu arrives, c'est un peu un raz-de-marée d'informations, de choses à gérer, des choses. J'ai jamais fait par exemple des plannings, etc. Là, on demandait les plannings, la semaine prochaine, c'est bon, les fournisseurs, machin, les factures, et j'étais genre ah. Et en plus de ça, il y avait aussi quand même pas mal directement de com, etc. Ça, j'ai encore en tête la première photo qui a été publiée de toi, je l'ai voyée partout sur Instagram, et j'étais putain, c'est Colline, c'était vraiment genre là, incroyable. C'était vraiment, tu es un peu dans un rêve, tu te rends pas trop compte que tu es chef du Saint-James, qu'il y a des gens qui parlent de toi, ça fait trop bizarre, quoi. Mais c'est vrai que c'est arrivé super vite, donc t'as pas trop eu le temps de penser à ça, quoi. T'es directement jeté dedans et après tu t'adaptes. C'est ça. Et au niveau de ta famille, ton entourage, un peu comment ils ont réagi ils étaient hyper fiers, quoi. Je pense qu'ils se rendaient pas trop compte au début. J'avais beau leur montrer des photos, etc. Ils sont venus manger l'année dernière avec toute ma famille, mes frères et sœurs et tout. Et là, je pense qu'ils ont vraiment compris. Je pense que vraiment l'effet quand tu passes le portail, quand tu vois le Saint-James, là, tu te rends compte que vraiment c'est ouf, quoi. Donc, parce qu'ils sont pas du tout du métier ou si peut-être quand même non, pas du tout. Donc pas du tout. Tu m'étonnes qu'ils se rendaient peut-être pas compte parce qu'en fait. Alors depuis que moi je suis dans le métier, ils sont quand même vachement investis. Ils suivent un peu plein de chefs sur les réseaux et tout. C'est trop drôle parce que parfois ils sont au courant avant moi des actualités. Et donc du coup ils ont un peu quand même découvert ce milieu avec moi. Ils ont fait quelques restaurants et tout, donc ils me connaissent un peu. Mais voilà, vraiment je pense faut venir pour comprendre aussi le milieu dans lequel je travaille, quoi. Quand on est arrivé aussi, ça a fait un peu le même effet. On a vu la fontaine et tout. C'est impressionnant comme lieu. Ça a vraiment une identité. Oui, c'est ça. Puis au cœur de Paris, quoi. Vraiment. Justement, moi, quand j'avais regardé un peu les premières photos et tout, tu te dis le truc, ça doit être, tu vois, vers Versailles, un peu en banlieue. Mais en fait, non, t'es vraiment à 500 mètres, il y a l'Arc de Triomphe. C'est ça. Et puis même quand tu passes devant, si tu passes pas le portail, en fait, tu te rends pas trop compte. C'est vraiment quand tu rentres où tu dis waouh, quoi. Là, c'est le seul château-hôtel de Paris. C'est ouf. Et vraiment, dès que tu rentres, je pense, avec toute la verdure, etc., je trouve que tu te sens vraiment... c'est un endroit un peu hors du temps. T'as vraiment pas l'impression d'être à Paris, quoi. Et justement, au niveau du concept, c'est un peu différent de la plupart des hôtels. En fait, il y a un peu un système de membres. Oui, en fait, vous avez des clients réguliers qui viennent et qui ont leur abonnement. Et après, du coup, ils peuvent profiter des différents services. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Oui, c'est ça. Donc, c'est un fonctionnement, en effet, un peu particulier. Donc, il y a un club, le club Saint-James. On a un peu moins de 1000 membres. Je crois qu'on est à 600-700 membres. Donc, c'est un club qui a vraiment plusieurs années. Il y a des membres qui sont très, très anciens.
Et en fait, ça donne l'accès, donc il y a plusieurs abonnements différents, mais ça donne l'accès à l'hôtel jusqu'à 19h. C'est-à-dire qu'en fait, avant 19h, si on ne fait pas partie du club et qu'on n'est pas résident de l'hôtel, on ne peut pas rentrer dans l'hôtel. Okay. Donc le soir, c'est ouvert à tout le monde peut aller bien sûr au restaurant gastronomique, au bar, boire un verre, etc. Mais du coup, en gros, la journée, c'est vraiment que les membres du club et les résidents de l'hôtel. Et du coup, ça donne vraiment ce côté intimiste. Ouais. C'est ça la volonté un peu, c'est de créer peut-être un petit cocon. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc en fait, il y en a beaucoup qui viennent ici pour travailler. Ils peuvent travailler la journée dans le bar, faire des déjeuners d'affaires. Voilà, et ça donne ce côté vraiment familial un peu. Du coup, il y en a plein qui se connaissent. Il y en a vraiment, ils viennent tous les jours, quoi. Donc on les connaît, les clients. Ils se sentent à la maison, quoi. Ouais, vraiment. C'est pas trop mal. Hein. Je serais pas malheureux. Je serais pas malheureux. C'est ça un peu le but, quoi. Et pourtant, au niveau de la pâtisserie, du coup, quand tu fais par exemple le tea time ou quoi, c'est que réservé à ces personnes-là ou quand on est client lambda, on peut quand même venir Alors là, du coup, donc la seule exception, effectivement, depuis qu'on a mis en place le tea time, exceptionnellement, donc le samedi et le dimanche, à partir de 15h, les gens de l'extérieur peuvent venir prendre le tea time. On a hésité à laisser l'accès que aux membres du club et tout, on trouve ça vraiment dommage. Et du coup non, tout le monde peut venir au tea time et ça permet aussi aux gens de l'extérieur de découvrir le Saint James sans forcément venir au gastro parce que voilà, c'est pas forcément le même budget aussi. Donc ça permet de faire découvrir la maison à un peu plus de monde. Ouais. Donc, surtout les tea time, sur Paris, c'est assez important pour un chef d'avoir un tea time. C'est presque une activité, tu sais. Tu dis qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tea time par Il y en a plein sur Paris qui font tout le tour des tea time des chefs. Donc c'est assez important de pouvoir ouvrir à tout le monde. Oui, c'est ça. Et avant, il n'y avait pas de tea time ici. Du coup, c'était vraiment ta volonté de vouloir le mettre en place. Moi, en fait, dès que j'ai vu, dès que j'ai imaginé un peu ce que j'allais faire au Saint James, j'ai tout de suite pensé tea time. Parce que il y a le bar qui s'y prête, bar bibliothèque, hyper cosy. Je me voyais trop prendre un petit chocolat chaud ici, donc je pense vraiment le lieu s'y prête. Et du coup, c'était vraiment une volonté et de ma part et aussi de la part de la direction. Ça faisait pas mal de temps qu'ils voulaient le mettre en place. Donc voilà, dès la première année, on s'est lancé. Et je pense que c'est aussi une bonne manière pour un pâtissier de s'exprimer parce que tu as plusieurs différents produits, ça change au fur et à mesure de l'année, bien sûr comme une carte d'un restaurant, mais tu as peut-être moins le choix, du coup là pareil, ça te permet de travailler un peu des desserts plus style boutique aussi, ce qui est super intéressant j'imagine pour toi de voir les équipes aussi. Oui, c'est ça, en fait c'est trop bien parce que vraiment avec les différents points de vente de l'hôtel, on touche à tout, vraiment tous les aspects de la pâtisserie, donc ça c'est génial. Donc en fait, déjà on fait pas mal de choses pour le petit déjeuner le matin, donc ça c'est sympa à voir. Le midi, du coup, donc on a une offre de restauration, donc c'est de la super bonne cuisine, mais c'est pas du gastro. Et vu que c'est réservé aux résidents de l'hôtel et aux membres du club, donc il y en a, comme je disais, qui viennent tous les jours, c'est une carte qui change très régulièrement, donc ça change toutes les 3 semaines. Ah oui, on a 3 desserts qui changent toutes les 3 semaines. Donc faut être au taquet sur les créations. C'est un rythme hyper soutenu et du coup donc c'est des desserts simples, on s'amuse un peu, mais on reste sur des classiques. Ouais, tu suis la saison un peu, j'imagine. Ouais, c'est ça. Saison, on reste sur des produits gourmands. Je sais que les membres du club, ils cherchent pas des trucs trop farfelus le midi. Donc, je sais pas, on va faire un tarte citron meringuée, on a un vacherin à la figue, on a un baba au chocolat. Donc ça change très régulièrement. Et du coup, vu que c'est un rythme assez soutenu et qu'on a plein d'autres choses à faire aussi, je fais participer l'équipe à la création. Donc ça permet aussi de faire participer l'équipe, de les motiver et du coup tout le monde participe à la création, des stagiaires, commis, moi. Donc moi bien sûr je les aiguille, on goûte ensemble, on discute, mais les idées en général viennent des différents membres de l'équipe. Donc ça on a ça le midi, le soir bien sûr il y a le restaurant gastronomique, donc le Bellefeuille, une étoile Michelin et une étoile verte. Donc là dessert à l'assiette, gastro, c'est une toute autre façon de penser et de créer. Et on a du coup donc le tea time plus dessert boutique et aussi bien sûr tout ce qui est propre à l'hôtel, donc les accueils en chambre,
donc les amenities. Ouais, bien sûr. On s'amuse un peu aussi, mais plus des biscuits secs. Et après, on a aussi énormément de banquets. Enfin, voilà. En fait, on a une panoplie de choses. C'est hyper varié, du coup, on peut toucher à tout, donc ça, c'est cool. Et aussi, l'équipe n'est pas fixe, c'est-à-dire que tout le monde tourne, tout le monde fait un peu du matin pour faire donc, de la prod, la mise en place du déjeuner. Tout le monde fait du soir, donc gastro, mise en place du gastro, service. Tout le monde travaille aussi le week-end, ça tourne, donc il faut aussi du tea time. Et vous êtes une équipe de combien du coup ça On fait, est 6 en tout. 6 en tout, donc ça fait beaucoup de différentes choses pour au final une équipe qui n'est pas si grande. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. On est donc 6 personnes, 6 filles. Justement, je voulais en parler, mais après ça paraît un peu cliché. C'est le truc, t'es une femme et tout. Oui. Mais je trouve que c'est quand même beau à voir, tu vois. Déjà, toi, dans le poste que tu as. D'ailleurs, je tiens à préciser que tu es notre première invitée féminine. Oui, c'est un honneur. C'est un honneur pour nous. Mais du coup, c'est vrai que c'est marrant cette dynamique que du coup tu as créée autour de toi. Et j'imagine que ça s'est fait naturellement, tu vois. Oui, c'est ça. Enfin, c'était pas forcément voulu. Je suis pas du tout à l'embauche. Je cherche pas que des filles. Non, pas du tout. Ouais. Ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai déjà eu un homme dans l'équipe, mais qui est plus là. Donc là, c'est que des filles. Mais franchement, c'est pas forcément une volonté. Mais là, ça marche bien. Mais tu penses qu'il y a quand même ce côté où... Enfin, tu vois, je pense que ça a quand même évolué le métier. À l'époque, c'était beaucoup plus dur d'être une fille dans le métier et ça a quand même changé. Mais tu continues peut-être de faire rêver ou de, tu vois, toutes les jeunes filles peut-être qui se sentent peut-être pas à l'aise dans le milieu ou quoi, de se dire que elles ont leur place encore. Oui, bien sûr. Je pense, donc comme tu disais, ça a vraiment beaucoup évolué. Je pense que à mon époque, quand j'ai commencé la pâtisserie, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de figures féminines de chefs femmes au final. Il y en avait, tu vois, il y avait genre Claire Etzler, moi je sais que c'était les premières que j'avais. Mais c'est vrai que quand tu regardes à l'époque, les chefs par exemple de Palace et tout, c'était que des hommes. Donc là, c'est en train de changer, tu vois, avec Anne Corrub, par exemple, etc. Donc maintenant, il y a des chefs femmes, tu vois, qui sont des figures et je pense à lesquelles on peut s'identifier. Donc c'est en train d'évoluer et je pense que oui, à ma petite échelle, peut-être que oui, je commence à inspirer. Parce que peut-être, j'imagine, toi, quand tu étais plus jeune, tu avais peut-être quelqu'un que tu voyais comme ça, qui te donnait confiance, qui te donnait envie de faire le métier. Oui, il y avait pas mal de chefs que j'admirais. J'aimais beaucoup le style de Eric Verbowitz et Anne-Sophie Pic. Ouais. C'est pour ça que j'ai bataillé en 3e année de Ferrandi. Je voulais absolument aller en stage là-bas. C'était comment l'expérience là-bas? C'était génial. C'était génial parce que même en tant que stagiaire, en fait, j'avais vraiment un poste au restaurant gastronomique fixe. On était 4, c'était vraiment 2 personnes le midi, 2 personnes le soir et je faisais partie de cette équipe-là. Donc c'était vraiment génial et je pense que c'est vraiment là-bas où j'ai appris un peu à utiliser les épices, les poivres, les thés, les herbes. Parce qu'il y a le potager là-bas à Valence, donc le matin on va cueillir nos petites herbes. Il y a plein d'herbes que j'ai découvert là-bas, genre la tagette que j'utilise maintenant, les différentes sortes de menthe. Et même la manière dont les utiliser, parce que incorporer une herbe ou une épice dans un dessert, c'est une des choses les plus dures au niveau équilibre. Du coup, le fait d'avoir vu ça à un des plus hauts niveaux, parce que c'est quand même un institut, ce restaurant, il est... Ouais. Non, franchement, c'était vraiment génial et ça m'a vraiment, je pense, ça a vraiment construit, je pense, une partie de mon identité, même maintenant, quoi. Même si c'était juste un stage, tu vois, c'est 6 mois, je pense que ça a vraiment un peu ouvert mon esprit et du coup, maintenant, tu vois, j'ai découvert d'autres herbes, mais je l'incorpore pas vraiment dans mon style de pâtisserie. Mais c'est marrant, ça vraiment, quand on est jeune et qu'on commence le métier, ne serait-ce qu'une rencontre, un stage, une expérience, ça peut tout changer. Ça peut vraiment forger un peu ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de travailler. Vraiment. Et c'est ce que j'explique maintenant aux stagiaires qui passent par ici. Je leur explique que vraiment, il faut, pour moi, considérer les stages vraiment comme une expérience professionnelle, y aller à fond et vraiment en tirer le plus possible parce que vraiment, c'est hyper important, quoi. Faut pas le prendre à la légère, c'est bon, je suis en stage.
ça dure quelques mois et c'est fini. Genre, je pense que, pour moi, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, pour moi, c'est grâce à un stage, donc le stage de découverte de 3e, que j'ai découvert le métier. Donc, pour moi, c'est hyper important, quoi. Ça permet vraiment de mettre un pas dans le milieu, un pied dans le milieu et découvrir vraiment le métier. Parce qu'avant la 3e, tu voulais pas du tout... Non, pas du tout. En fait, j'ai toujours eu ce côté manuel. Je voulais vraiment faire un métier manuel, mais je savais pas trop quoi. À côté de ça, j'avais un peu ce côté quand même très scolaire. Mes 2 parents sont enseignants. Donc, il n'y avait pas intérêt à déconner. Voilà, j'avais un petit peu la pression. Donc, ouais, j'ai toujours été très scolaire, un peu première de la classe, très carré, etc. Perfectionniste. Et au début, je me dirigeais plus vers architecte. Je me disais, c'est un peu entre deux, parce que c'est très carré et en même temps, il y a de la création, etc. Et impossible de trouver un stage en architecture. Donc, du coup, genre la dernière semaine, il fallait absolument que je trouve un stage. J'en parlais avec une amie qui, elle, du coup, allait faire son stage dans une boulangerie-pâtisserie de mon village dans le sud. Et je lui dis oui, est-ce que tu peux demander si je peux m'incruster. C'était vraiment comme ça, je me dis ça va être sympa. Je travaille avec ma copine, quoi. Et au final, j'ai adoré, genre vraiment, ça, j'ai adoré. À chaque fois, il devait me jeter dehors pour que je parte de la boue, quoi. On peut remercier cette fameuse copine alors qui fait qu'on serait en pas plus, là ici aujourd'hui. Elle a continué, elle, du coup Non, elle voulait absolument faire pâtissière. Finalement, son stage... à l'opposé de toi. Ouais, elle a changé d'avis. Elle s'est plus tournée vers le vin, au final. C'est marrant. Et moi, vraiment, c'était le coup de foudre, quoi. Mais c'est fou parce qu'en fait... j'adorais, je passais vraiment du bon temps. Alors qu'en fait, quand j'y pense déjà, je faisais vraiment des trucs pas ouf. Je passais ma journée c'est le début, c'est le 3e. Ouais, mais je passais ma journée à remplir des tartelettes d'épinards. Je revenais à des cloques aux doigts, mais j'étais trop contente, quoi. Et un jour, je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon père c'était trop bien, et il m'a dit mais tu sais que tu peux faire ça comme métier. Et en fait, ça m'avait même pas traversé l'esprit. Et du coup, j'ai dit mais ouais, non, mais ça serait incroyable de faire ça comme métier, quoi. Et du coup, je me suis mis ça en tête et j'ai quand même continué le cursus général. Je suis allée au lycée et tout, j'ai fait bac général et en parallèle, je faisais quand même des stages l'été pour continuer à entretenir cette envie, quoi. Découvrir. J'ai fait un peu un stage dans un restaurant aussi pour voir un peu, parce que là c'était dans une boutique, pour voir un peu autre chose. Et après, c'était objectif Ferrandi. Parce que toi, t'es parisienne d'origine? Non, je viens d'Aix-en-Provence, d'à côté, de Lombesque. C'est à côté d'Aix, à peu près 20 minutes, et je suis remontée sur Paris pour Ferrandi. Pour Ferrandi, ok. Voilà. Je suis jamais partie. Ouais, j'imagine. Le but, c'est plus tard de peut-être partir ou non? Tu t'es fait... Oui, je sais pas encore. Parce que c'est souvent c'est ce qui se passe quand même. Les gens, on en a déjà parlé d'autres épisodes, mais tu viens à Paris, c'est tellement condensé, tellement que tu vas vivre l'expérience de 10 ans, de 3 ans. Et après, quand même, on voit qu'il y a quand même les gens, ils ont tendance des fois à rentrer à la maison parce que... Ouvrir leur boutique et tout. Ouais. Je sais pas encore. En fait, mon copain Maxime vient de Paris. Lui, il aimerait bien rester à Paris. Franchement, je sais pas. Moi, je pense... un peu c'est porté, ça dépend des opportunités aussi. Je pense qu'on peut pas vraiment savoir à l'avance. Dans ce métier, je pense que c'est vraiment un métier qui est fait d'opportunités, donc faut un peu se laisser porter, quoi. Mais moi, j'aimerais bien bouger. On aimerait bien aussi faire peut-être une expérience à l'étranger. Ouais, bien sûr. Voilà, on n'est pas du tout fermé, quoi. Je vais revenir un peu sur les herbes. Tu parlais des herbes, du coup, que tu utilisais pas mal. Et on a vu sur les posts Insta, un peu, tu parlais d'un potager à Nonville. Du coup, si tu peux nous expliquer un peu ce que c'est comme concept, etc. On a vraiment énormément de chance parce que, donc en gros, il y a un potager qui fait partie du groupe Bertrand. Donc, le propriétaire Olivier Bertrand a acheté ce potager à Nonville, c'est à peu près 1 heure de Paris. Et je crois qu'il y a 4 hectares qui sont donc vraiment exploités en tant que potager et verger. Il y a aussi quelques arbres.
Et du coup, en fait, on a vraiment fait des plans de culture avec les personnes là-bas pour choisir ce qu'on allait cultiver, donc avec le chef, bien sûr. Et du coup, on a de la chance, donc on a énormément de légumes surtout, donc je pense que ça représente peut-être à peu près 80% des légumes qu'on utilise ici, surtout pour le restaurant gastronomique. Et moi j'ai aussi des fruits. Rhubarbe, c'est un peu plus compliqué, mais ouais, beaucoup de rhubarbe. Rhubarbe, des fraises, framboises, des figues, des noix et aussi énormément d'herbes, donc ça c'est vraiment trop bien. On a aussi quelques fruits rouges, cassis. Et en fait, c'est trop bien parce que du coup, donc, chaque semaine, ils nous envoient la mercuriale et ils nous disent ce qu'ils ont en ce moment, ce qui est aussi à venir. C'est-à-dire que parfois ils nous disent dans 2 semaines je vais avoir tel ou tel fruit ou des pommes, les poires c'est bon. Ça permet de travailler plus en direct en fait. Voilà c'est ça. Et en fait moi ça m'aide vraiment, ça oriente ma création quoi. C'est-à-dire que quand je réfléchis par exemple, je sais pas, il faut changer le pré-dessert. Par exemple là on avait un pré-dessert mélisse cassis. C'était un moment où je savais pas trop quoi faire. Je regardais un peu les fruits de saison, j'avais pas trop d'idées. Et là, ils m'ont dit « Ah bah c'est bon, le cassis va être mûr. Et à côté de ça, on a aussi quelques herbes dans le jardin. Et du coup, Andy, le jardinier du Saint-James, il était venu avec un énorme bouquet de mélisse. Mélisse que moi, j'avais jamais travaillé avant. Et il m'a dit « Oui, j'ai ça, ça prend trop de place dans le jardin, est-ce que tu veux sinon ça part au compost. » quoi. Et j'ai dit ah bah oui, je vais essayer. Et du coup j'ai fait mélisse cassis, ça marchait trop bien. C'est marrant parce que c'est hyper simple comme approche, mais au final. Oui, en plus. C'est ce qu'il y a de plus naturel en fait, peut-être aussi. Oui, c'est ça. Et en fait on se rend compte que les herbes et les fruits qui sont de la même saison, enfin qui sont mûrs en même temps, souvent ça fonctionne bien ensemble. Ça marche bien. Ouais. Et du coup, ça m'aide vraiment vachement pour orienter ma création, quoi. Et j'imagine que c'est ça qui vous a aussi aidé pour dénicher l'étoile verte. Oui, du coup, le fait de travailler avec le jardin, 80% des légumes du jardin qui sont à 1 heure de Paris, c'est une chance que je pense pas beaucoup de gens ont. Ça. Et je pense que c'est pas juste une question de chance, c'est aussi une question de démarche et tout. Et du coup, c'est tout à votre honneur et à l'honneur du chef, du coup, de travailler de cette manière. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Après, du coup, c'est aussi des contraintes. On peut pas être livré tous les jours. On est livré du coup 2 fois par semaine, ce qui est déjà très bien, mais voilà, on peut pas avoir un second tour, un troisième tour. On les connaît quand tu es en galère. Est-ce que tu peux me relivrer pour cet après-midi? Il faut bien anticiper. Et voilà, parfois il y a la météo aussi qui joue. Parfois ils n'ont pas pu, par exemple, faire la récolte le matin. Il y a quand même et puis c'est bien sûr tout bio, ramassé à la main, etc. Parfois, ils vont dire finalement la saison est finie, on a eu un problème sur les fraises, je sais pas, il y a eu il suffit d'une tempête ou il suffit d'un truc. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment s'adapter à chaque fois. Voilà, c'est ça. Donc parfois c'est vrai qu'on se dit trop bien, il y a des fraises, on commence à mettre des fraises à la carte et puis au final cette année je sais pas ce qui s'est passé, c'est déjà fini, donc faut adapter. Après bien sûr donc on utilise du coup des fruits. En fait ça peut pas répondre à mes besoins forcément tous les fruits peuvent pas venir du potager, donc du coup j'ai d'autres fournisseurs comme par exemple Yannick Colombier. Et voilà, j'adapte en fait avec les deux. Mais dans tous les cas, on n'utilise que des produits de saison et des produits français. C'est vraiment, on y tient. Et c'est aussi un engagement aussi, pas que pour la restauration, vraiment tout l'hôtel. On utilise au maximum que des produits français. Donc voilà, ça c'est vraiment trop bien. Et on a vraiment une démarche où on essaie vraiment d'être éco-responsable. On a très très peu de pertes aussi. Donc c'est trop bien, on réutilise au maximum, on a toutes nos chutes de fruits, on fait des souvent tu essayes même d'utiliser le fruit en entier dans un dessert.
Tu vois que ça va de l'accompagnement à la sauce. Souvent, tu essaies un peu d'associer. Donc là, j'ai récupéré ça pour faire le truc. Oui, c'est ça. J'essaie d'utiliser déjà donc le fruit dans son entièreté. Aussi, parfois, du coup, les feuilles, tout ça. Et après, en fait, ce qui est bien aussi, c'est que justement, comme on a parlé, avec tous les points de vente différents, en fait, on essaie, par exemple, si je mets, déjà de mutualiser un petit peu les mises en place, c'est-à-dire que là, on a un dessert figue au restaurant gastronomique, on met aussi un vacherin figue au déjeuner, et du coup, on utilise par exemple la même sauce ou la même glace feuille de figuier. Et ça, du coup, ça permet de limiter aussi les pertes, quoi. Ouais. Et de pas avoir 10 000 mises en place différentes. Histoire de, en fait, à force de disperser un peu, des fois tu perds un peu l'essentiel du truc, et à force de vouloir faire 10 préparations différentes, forcément, vu que vous êtes une petite équipe et il y a quand même beaucoup de points de vente, c'est plus galère de gérer les stocks. Oui, c'est ça. Tu vois. Oui, c'est exactement ça. Et tu vois, on essaie, ça permet de réutiliser, donc, comme tu disais, toutes les chutes de fruits. Par exemple, on va faire des compotes pour petit déjeuner, on va faire des pâtes de fruits ou des sorbets. Du coup, c'est trop bien parce qu'on a une carte de glace et sorbet qui est toujours disponible à l'hôtel, au bar ou au restaurant. Du coup, on a une carte hyper variée et puis les gens adorent parce que c'est plein fruits, quoi. Ouais. Donc c'est trop bien. C'est vrai que là, tu nous as parlé un peu du démarche des fournisseurs, etc. Je pense qu'il y a un autre côté quand tu passes chef, du coup un peu la médiatisation dont tu nous as un peu parlé. Nous, on t'a vu justement un peu par hasard, on était venu au salon du chocolat. Et là on voit qui? On voit Colline sur la scène avec Mercotte. Enfin, c'est marrant, tu vois, du coup de voir quelqu'un avec qui on est plutôt proche prendre un peu ce rôle, les médias, Instagram, tout ça. Toi, comment t'as confronté ça? Enfin, t'étais à l'aise avec ça ou est-ce que ça a mis quand même un peu de temps? Non, je suis toujours pas totalement à l'aise. Forcément, ça fait bizarre. Enfin, c'est beaucoup de pression, de stress. J'espère que là, les caméras, ça te stresse pas trop. Non, ça va. Je connais, donc ça va. C'est moins stressant. Mais oui, il y a toujours une part de stress, mais c'est bien parce que ça donne quand même de la visibilité sur tout notre travail au sein de James, le travail de toute l'équipe. Donc c'est gratifiant. Enfin voilà, on sait qu'on ne travaille pas pour rien, on commence du coup à parler un peu plus du Saint James et tout, donc c'est pour la bonne cause, quoi. C'est vrai que quand on est sur scène et tout, c'est stressant et tout, mais l'après-coup, en fait, c'est trop bien, quoi. Ouais, ça doit être gratifiant. Enfin, oui, voilà, c'est vraiment ça. Parce que souvent, c'est le truc de notre métier, où on est dans le labo, on est en pâtisserie, on voit pas en fait les clients. C'est pas comme en boutique où en fait, on est coupé de ça, et en fait, des fois, du coup, tu perds la notion. Tu mets une distance. Ouais, voilà, tu fais ton train-train. En fait, tu te rends pas compte que l'effet que ça fait aux gens. Parce que je pense que beaucoup de gens, en tout cas, on fait ce métier parce qu'on aime faire plaisir aux gens. Ouais. Et du coup, le fait de ne pas avoir ça, ça nous coupe un peu de ça. Mais du coup, je pense que quand tu refais des salons, des trucs, ça doit te rappeler l'effet que ça fait aux gens quand même. Oui. On voit, oui, vraiment l'intérêt. En plus, c'est du chocolat, il y a beaucoup de particuliers aussi. Et on voit à quel point les gens sont intéressés par ce qu'on fait, donc c'est trop bien, quoi. Mais c'est vrai que ça fait vraiment bizarre parce qu'à la fin de la scène, du coup, il y a des personnes qui étaient venues voir. Et il y avait des... Nous, on était là. C'était vraiment marrant. On était là, ok, vas-y, on va lui faire un coucou. Et là, après, il y avait une file d'attente. Il y avait 15 personnes. On faisait la file d'attente pour vous recevoir. Ouais. Moi, une photo, s'il te plaît. Peut-être qu'ils se trompent de personne, quoi, parce que c'est vrai que pour moi, je suis personne encore, quoi. Je trouve ça bizarre que des gens viennent me voir. Mais c'est trop bien aussi parce que je me reconnaissais aussi vachement dans des jeunes qui venaient me voir, justement, qui commençaient, par exemple, l'école et qui cherchaient, par exemple, des stages. Et c'est vrai que je pense qu'il y en a pas mal qui se reconnaissent dans mon parcours. Et ça fait plaisir, quoi, parce que je me revois vraiment pas si longtemps en arrière, moi-même au salon du chocolat, aller voir les chefs, être à leur place, justement leur demander des stages. Donc c'est trop bien, mais ça fait vraiment bizarre, hein, parce que pour moi je ne suis pas encore passée du côté chef qui inspire des gens. Enfin, c'est bizarre, je pense. Ça va venir avec le temps. Ma petite échelle, mais...
En plus, il y avait vraiment du monde devant la scène, c'était plein à craquer. Ouais. On n'avait pas une place pour ça. Ouais, on n'avait même pas de place pour ça. Oui, on s'est fait un peu avoir parce qu'on n'avait pas prévu tant de portions de ça, de choses à déguster. C'est dur pour une première fois. Là, j'imagine, tu nous as dit que tu refaisais cette année. Ouais. Tu vas être mieux préparé, j'imagine. Ouais, on a prévu pas mal de portions pour que tout le monde puisse goûter. Mais voilà. Mais je suis pas encore du tout à l'aise avec ça, mais je pense que c'est bien de le faire. J'ai pas envie d'avoir de regrets aussi. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est stressant. Et ce que je disais aux filles il y a quelques jours, je disais, je me force en fait à m'engager sur des événements et tout, et je sais que je peux pas au dernier moment dire non. Et là, 2-3 jours avant, tu es là, pourquoi j'ai dit oui à ça, c'est hyper stressant, mais j'ai plus le choix. Et après, je suis contente de l'avoir fait. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est hyper gratifiant, quoi. Le côté aussi, moi en tout cas, le côté qui me fait penser quand tu passes chef, c'est le côté créatif, on en a parlé un peu tout à l'heure. Mais là, tu as dû sortir tes premières bûches, etc. À mon avis, ça devait vraiment être... Enfin, tu as vraiment la pression, parce que c'est toujours un peu la vitrine de tous les pâtissiers. Tout le monde regarde ça, tout le monde suit de manière très attentive. Dans les magazines et tout, Je sais pas si tu veux nous en parler un peu, le côté, tu vois, ne serait-ce qu'il faut faire les moules, il faut trouver les recettes. C'est vrai que c'était pas forcément une obligation et une volonté de la direction, tu vois, j'aurais pu ne pas en faire, mais c'était ma volonté, tu vois, moi, de faire la bûche de l'année 2025-2024 du Saint-James Paris, et l'objectif c'était voilà, d'être dans les mêmes pages de magazines que les Palaces, etc. Donc la première année, déjà on a hésité à la faire, on discutait un peu avec le chef, est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on ne fait pas, et tout. Je ne sais pas si on est pris, il y a encore plein de choses déjà à mettre en place. Et on s'est dit, ok, bon, on l'a fait, mais par contre, si on le fait à fond, quoi. Donc du coup, j'ai commencé assez tôt. Enfin, pour moi, c'était assez tôt, mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais juste dans le timing en retard, parce que j'ai commencé genre fin juillet. Je pense que c'est un truc que beaucoup de gens ne se rendent pas forcément compte. Ils se disent, en juillet, la bûche. Oui. En fait, ils ne se rendent pas compte que là on est quoi? On est en septembre. C'est les shootings. Là, il y a tout le monde quasiment à Paris qui a montré leur bûche. Mais avant ça, il faut la conceptualiser. Faut faire les moules, faut penser aux recettes. Du coup, en fait, tu commences juillet-août, en fait. C'est ça, et en fait, c'est pas forcément en avance, quoi. C'est pile poil dans les temps et encore. Et donc, du coup, en plus, là, le challenge cette année, on s'est dit, ok, c'est la première année, on va pas demander énormément de moyens. Donc, du coup, le challenge, c'était de faire mon propre moule. Donc ça, je pense que c'était le plus dur en soi. Donc l'idée, c'était de faire la cheminée du restaurant. On vous mettra des petits plans après, parce qu'elle est en plein visu, je l'ai. Parce que c'est un élément central de la salle du restaurant, du Saint-James. Et puis, bien sûr, ça rappelle Noël, le côté cocooning au coin du feu. Et voilà, l'idée c'était de faire le moule soi-même, ça c'était le plus dur. Mais après, comme toutes les créations en soi du Saint-James en pâtisserie, toute l'équipe a participé, a réfléchi. En fait, on fait beaucoup de brainstorming. Et parfois, il y avait par exemple les courbes, etc. Je savais pas comment faire. C'est une personne qui va avoir telle idée. La mousse marbrée, par exemple, pour faire l'effet de marbre, c'est par exemple Léa de l'équipe qui a eu l'idée. Et c'est trop bien. Et en fait, c'est ensemble, on arrive à un produit abouti. Et c'est vrai que c'est trop bien parce que, au final, ça rendait super bien. On a réussi à être dans les mêmes pages de magazine que des Palaces qui avaient peut-être eu plus de moyens pour faire des moules sur mesure et tout. Donc c'était vraiment une fierté de toute l'équipe, je pense. En plus, c'est un truc que souvent les chefs disent, mais en fait, c'est vraiment vrai. En fait, tout seul, tu fais pas grand-chose, en fait. Et du coup, le fait d'avoir pu impliquer tout le monde de ton équipe pour sortir ça, tu devais être contente d'avoir pris les risques de la faire, tu vois. Oui. Parce qu'au début, en fait, tu savais pas trop, est-ce que je le fais parce que tu savais pas vraiment, ça se trouve, ça allait pas marcher. Oui, c'est ça. Et au final, vous avez sorti un truc dont vous étiez très fiers. Enfin, en fait, ça devait être hyper gratifiant d'avoir le résultat fini, tu vois, sachant que tu as fait tes propres moules, après tu as fait toutes tes recettes, etc.
Enfin, je sais pas, moi c'est un truc qui me ferait vibrer, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, on s'est dit, si c'est une bûche, bof, genre, on la sort pas, quoi. Donc on a vraiment essayé. En plus, les finitions, vraiment, ça se fait super vite parce que j'ai su genre 5 jours avant qu'il fallait qu'on fasse le shooting telle date. Dans l'équipe de com, elle m'a dit ok, si tu veux être dans la magazine, il faut que ce soit le shooting le 6 septembre, sinon c'est mort. Et on n'avait pas du tout fini la bûche, quoi. Le moule était fait, mais on ne savait pas comment faire la mousse et tout. Et du coup, j'étais là avec l'équipe. Ok, bon, l'heure est grave. On peut réfléchir tous ensemble parce que là, sinon, c'est foutu, quoi. Ton travail. Donc, mais c'est trop bien parce que c'est un challenge, mais c'est ça aussi, je pense, qui fait avancer tout le monde. Et à la fin, ouais, en fait, tout le monde est impliqué et ça, c'est trop bien, quoi. Il y a vraiment une énergie. C'est pas ma bûche, genre, c'est vraiment la bûche de toute l'équipe et du coup, c'est trop bien parce que dans tout, en fait, tous les points de vente de l'hôtel, tout le monde est investi et c'est vraiment notre tea time, genre nous faire du déjeuner dont on est trop fiers tous. C'est trop bien parce que, comme je disais, déjà, c'est un rythme assez soutenu, surtout pour le déjeuner. Moi, je peux pas sortir 3 desserts par jour, quoi. Donc, j'ai besoin vraiment de l'équipe. Ils apportent des idées auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Parfois, ils ont envie d'essayer telle ou telle technique. Vas-y, on y va. On s'amuse aussi un peu. Donc, ça permet aussi de progresser parce que du coup, on découvre aussi des nouvelles choses tous ensemble et aussi d'impliquer tout le monde, quoi. Dans tous les projets. Parce que c'est vrai que souvent, dans un rôle de chef, en fait, tu t'utilises de toute ton expérience au passé pour prendre des idées à droite à gauche. Vu que tu as quand même eu une expérience plus courte que beaucoup de chefs, au final, ce qui est intéressant, c'est de prendre en fait ceux des gens qui viennent travailler avec toi. C'est lui, il a une telle technique. En fait, du coup, les choses, elles viennent à toi presque. Et du coup, ça doit être hyper intéressant d'apprendre de cette manière. Tu vois, t'apprends auprès de ton équipe. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'on grandit tout ensemble. Genre vraiment... chacun apporte sa pierre à l'édifice et vraiment on construit ensemble genre notre identité et c'est du coup une pâtisserie qui nous ressemble, quoi. Parce que tout le monde met un peu de soi dans chaque création, donc ça c'est trop bien. Au niveau de la cohabitation, je sais pas trop comment appeler ça, mais avec le chef cuisinier, comment ça se passe du coup? Est-ce que vous travaillez beaucoup ensemble pour avoir une cohérence dans les menus, etc. Je sais pas trop comment ça se passe. Sachant que son sous-chef, du coup, c'est ton copain. Ouais, chef adjoint, Maxime. Chef adjoint, oui, pardon. Oui, ça se passe très bien. Déjà, je pense que ça s'est fait assez naturellement parce que de base, on avait un peu la même façon de voir la pâtisserie, la cuisine, enfin un peu la même façon de créer. Et après, j'ai de la chance parce qu'il me laisse vraiment carte blanche. Donc ça, c'est génial. En général, moi, je travaille sur le dessert. Et après, soit je lui présente une version qui, pour moi, est aboutie. Et après, on en discute. Il me dit tel ou tel changement à faire. Ou bien parfois je bloque, je vais bloquer sur un dessert, je vais lui faire goûter un peu les différents éléments et il va m'aiguiller, il va me dire tu devrais faire ça comme ça, etc. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir un point de vue cuisinier, tu vois, parce que parfois on est un peu bloqué dans la pâtisserie, un peu les techniques pâtissières, etc. Et parfois on se dit en fait c'était con, mais il faut juste que tu assaisonnes un peu plus ça, tu le cuises tu fasses rôtir ou j'en sais rien. Enfin, parfois on est un peu bloqué d'un côté pâtisserie. Parce que non seulement c'est une autre manière de travailler, mais c'est une autre manière de penser, être cuisinier. Et c'est vrai que du coup, moi j'ai fait un bac pro cuisine et j'ai aucun regret parce qu'en fait, ça t'a montré une certaine philosophie dans la démarche, au-delà du travail en soi. Et du coup, ça, c'est vrai que je trouve ça intéressant d'associer un peu les deux. Vraiment. Et je pense, parfois, c'est des choses, mais toutes bêtes, quoi. Un peu d'huile d'olive, genre faire de sel, enfin tout ce qui est assaisonnement, etc. Et voilà, mais je pense qu'on se complète bien, parce que du coup, moi, je vais apporter un peu toutes les techniques pâtissières, lui va apporter un peu la vision, de cuisinier. Et du coup ça fait une pâtisserie qui nous ressemble et surtout qui est dans la continuité de la cuisine. Et c'est vrai que ça ressort beaucoup dans les retours clients, c'est qu'ils ne voient pas de différence. Il y a une harmonie. Il y a vraiment une harmonie.
Et c'est vrai que c'est pas le cas de tous les établissements. Donc ça, c'est trop bien. Mais c'est aussi, oui, parce que je consulte énormément le chef et toute l'équipe, Maxime aussi, les sous-chefs. Je leur fais souvent goûter, je leur demande leur avis. Et parfois, ils m'apportent des idées auxquelles vraiment j'aurais pas du tout pensé. Et je fais ça avec la cuisine et aussi, bien sûr, avec l'équipe de pâtisserie. Donc Et du coup, j'imagine, quand vous sortez du travail, c'est pas trop dur de couper avec ton copain? Alors, on parle beaucoup du travail, ça c'est sûr. Après, c'est le travail, mais c'est aussi une passion commune, quoi. Vous le subissez pas, c'est vraiment... Oui, c'est ça. C'est notre passion, quoi. Vraiment, on va parler du travail, mais on va aussi parler des chefs. On aime bien forcément aussi découvrir des restaurants. Après, on va avoir le budget, on aimerait bien en faire plus. Mais... Surtout à Paris, tu montes très vite. Donc voilà, non, c'est sûr que voilà, on parle toujours du travail, mais ce qui est cool, c'est que même si on travaille ensemble, on a quand même chacun notre partie. Enfin, vraiment, lui, c'est... Vous arrivez à faire la part des choses. Ouais, c'est ça. C'est chef adjoint vraiment de la cuisine, donc lui, il s'occupe vraiment de la cuisine. Moi, vraiment, j'ai la chance d'avoir mon labo à moi, donc je m'occupe de la pâtisserie. Et après, sur un peu la globalité, mais on arrive à vraiment couper. Par exemple, si on n'est pas d'accord sur un sujet au travail, on va pas s'embrouiller dessus à la maison. Donc, c'est important, sinon ce ne serait pas possible en fait. Oui. Ouais. Mais voilà, non, c'est bien. Franchement, on se complète bien. Enfin, ça fait un peu un binôme aussi. C'est vrai que moi, j'ai ce côté un peu rigoureux, comme ça, un peu. Et lui, il est beaucoup plus créatif. Il a aussi un niveau management et tout. Il est vraiment très fort. Donc parfois, il va me conseiller plutôt de. Parce que moi, j'ai tendance à être parfois un petit peu plus en dedans. Et c'est vrai qu'on se complète bien, quoi. C'est complémentaire. Ouais, c'est beau, c'est une super belle dynamique. En tout cas, nous, on était trop contents de venir te voir quand on en a parlé. Ça s'est fait tellement naturellement, en plus vu qu'on te connaît. Et même moi, tu me fais rêver, tu vois. Genre, je me dis, à ton jeune âge, de prendre ce genre de poste et tout. Tu vois, c'est quand même beau, tu vois. Et quand on vient ici, ça impose, quoi. Tu vois, t'arrives dans la devanture, t'as la belle cour, avec la fontaine. Tu vois, j'imagine bien ta famille quand ils sont venus. Ça doit leur faire quelque chose. Surtout vraiment être chef, dans une carrière, c'est une étape ultra importante. Et du coup, en plus de l'être ici dans un établissement comme ça, dans le deuxième poste que tu fais chef, c'est un peu remarquable quand même. Oui, c'est vrai que je suis extrêmement chanceuse et vraiment ça je n'oublie pas, quoi. À chaque fois que j'arrive au travail, que je passe devant, en fait j'ai du mal même encore à réaliser, quoi. Je me dis c'est quand même dingue et je pense que j'ai eu énormément de chance. Je pense que j'ai fait aussi les bonnes rencontres au bon moment. Après, voilà, j'ai su aussi saisir l'opportunité. Ouais, c'est ça. Mais oui, je pense que c'est un peu... Il y a un peu de tout. Je pense que je le mérite, entre guillemets, parce que voilà, j'ai toujours travaillé énormément et je pense que c'est mérité. Mais voilà, il y a aussi forcément une part de chance. Mais voilà, mais parfois, c'est vrai que j'ai un peu syndrome un peu de l'imposteur. Mais est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? C'est quand tu es sur scène au salon du chocolat avec 200 personnes devant toi. Tu sors de ton corps un peu, tu dis sollicité, etc. Tu te dis, je sais pas, c'est encore le début et tout, mais vraiment, j'ai souvent encore du mal à réaliser où est-ce que je travaille. J'ai vraiment une équipe aussi. Ça aussi, je pense que au fur et à mesure, je pense un peu encore prendre confiance en moi et tout, mais j'ai du mal aussi à me rendre compte qu'il y a une équipe aussi qui me suit, genre qui croit en moi. Ça me fait bizarre, quoi. J'ai toujours peur que finalement ils se disent en fait pourquoi on est là, quoi. Elle était à notre place il y a 5 ans. Donc voilà, je travaille encore là-dessus, mais vraiment je me considère très très chanceuse de travailler ici, quoi. Et puis c'est déjà le lieu,
l'équipe, enfin franchement, même notre directrice, Madame Pertusier, elle est hyper proche de nous. Elle nous suit dans tous nos projets. Donc c'est génial quand il y a vraiment toute une énergie qui est hyper bienveillante et c'est trop bien, quoi. Bon, merci en tout cas. Il me semble que juste avant, tu nous as fait la promesse de goûter quelques desserts du Tea Time. Donc je pense qu'on va aller faire ça. Mais juste avant, on a une dernière petite question. Tu en as parlé un peu tout à l'heure. Tu as parlé d'Éric Verboën. Mais on aime bien demander un peu aux gens s'il y a une personne de ta carrière, de ta jeune carrière, qui t'a vraiment marqué, que ce soit un proche, un professionnel, une rencontre. Qui est-ce que ça serait Déjà, je pense que la première personne, au final, c'est grâce à cette personne que je fais ce métier. C'est du coup mon maître de stage, Patrick Nice, de ma première boutique boulangerie-pâtisserie à Lambesc, dans le sud. C'est vraiment lui qui m'a fait découvrir du coup le métier. Il était vraiment très passionné. Et donc je pense que c'est vraiment grâce à lui. Je suis retournée après, plus tard, faire un stage juste avant d'aller à Ferrandi, où c'était une semaine où il m'a vraiment testé. Genre, il m'a dit ok, tu veux faire ce métier, on va voir. Alors déjà, les Noëls en famille t'oublient, ça t'oublie. Enfin, il m'a vraiment il a voulu te préparer, voilà, pour être sûr. Préparer, et après il a dit ok, c'est bon, je pense que c'est bon, tu peux peut-être faire ce métier. Ouais, il s'est pas trop trompé, je pense. Oui, mais vraiment, je lui dois beaucoup. Et après, non, franchement, j'ai eu de la chance. Tous les chefs que j'ai rencontrés étaient hyper bienveillants, que ce soit Jimmy Mornay, mon premier stage dans un palace. Il a vraiment cru en moi et c'était vraiment incroyable. Émilie Ré aussi, donc c'était ma chef pâtissière de mon deuxième stage, donc c'était un restaurant Edem, une étoile en Bourgogne, c'est toujours d'ailleurs, qui elle, vraiment, elle avait la volonté de me transmettre tout son savoir au maximum. Même si c'était un restaurant, j'ai vu tout avec elle. J'ai appris à mettre au point du chocolat. On avait ensemble toutes les confiseries, les viennoiseries. J'ai appris à gérer un service toute seule. Elle m'a vraiment transmis énormément. Et après, tous les chefs que j'ai rencontrés, Maxime Frédéric, Éric Verboën, m'ont tous apporté des choses différentes, mais je pense c'est toutes ces petites choses qui ont créé en fait au final mon identité à moi. Donc voilà, je pense que j'ai eu vraiment beaucoup de chance dans mon parcours. Au fur et à mesure, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok, bon, voilà. Je commence à avoir un peu faim, je sais pas vraiment, mais si ça te va, on va aller goûter d'autres trucs. Bah oui. Merci encore pour l'accueil et direction les labos. Merci beaucoup. Merci. C'était cool. Pas mal, non? Donc ça, c'est la cuisine d'envoi. Bonjour. Nous, on ne pâtisse pas ici. C'est là où le chef et l'équipe de cuisine, c'est là où il y a toutes les cuissons qui sont faites, toutes les finitions. Et on a un système du coup de passe. Ok. Où, en gros, donc la cuisine est au sous-sol et la pâtisserie. Tout ce qui est dessert, apéritif, entrée froide, tout ça est envoyé d'en bas. Et le chef après récupère et gère le service. Ok, là juste pour situer, il est 18h. Là on est juste dans la mise en place du service, du coup on commence à sentir la sensation d'avant-service. On va éviter de déranger trop longtemps, mais en tout cas c'est marrant de venir là. On a l'impression que là le service il va commencer pas longtemps. Ouais, ça demande quand même beaucoup d'organisation, d'anticipation. Il faut tout monter, tout le matériel d'en bas, rien oublier. Parce que si on prend un service, on ne peut pas descendre, genre prendre un service plus ou moins cuisine ouverte, parce que là on ouvre la porte et il y a quelques tables du coup qui ont la vision directement sur la cuisine. On fera un peu des plans après, vous allez voir, c'est super bon. Et donc la salle des banquets, donc là ce soir il y a un petit événement, un cocktail avec des pairings, avec des différents vins. C'est beaucoup les membres qui font des banquets ou non, vous avez aussi des il y a pas mal de membres, c'est beaucoup du business quoi. Des déjeuners d'affaires ou des dîners. Mais on en a pas mal, hein. Je pense que par semaine on a 5-6 banquets. Ah oui, quand même. Donc il y a des semaines c'est genre banquet midi, soir. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une autre salle pour pas bloquer le restaurant si on a des banquets. Quoi.
Et là, on va arriver en cuisine, donc au sous-sol. Elle était en stage en fait à Cheval Blanc. Ok. Et du coup c'est là où donc je l'ai avant rencontrée. moi même alors. Ouais. Ok. C'est là où j'ai rencontré et dès qu'elle est sortie de l'école, je l'ai Tu l'as attrapée. rechopée. Voilà. Elle t'avait marqué. Ouais. Même en tant que stagiaire, elle était. Et du coup maintenant, au top. pôle de salarié ou... Ouais, commis. Voilà, donc ça c'est notre labo. Ah bah ça va quand même, vous êtes pas... Ouais, c'est ça va. climatisé, tout ça. Ça va. On a tout ce qu'il faut. La franchement. petite fenêtre qui donne sur le jardin. Ouais, ça, c'est incroyable. Ça, Quand il fait beau et tout, même de savoir s'il neige, s'il pleut, ouais. C'est vrai. on se sent un peu plus connecté à l'extérieur. Parce que parfois, quand tu travailles en sous-sol ou quoi, tu t'es un peu déconnecté. Ouais. Quoi. Et puis, pour un peu en hiver, que tu vas un peu tôt au travail, tu pars un peu tard, en fait, tu vois pas la lumière du jour de la semaine. Ouais. Là, c'est vrai que vous avez quand même... vous respirez, quoi. Là, Voilà. vous avez la petite machine à glace et tout. Ouais, on a notre petite turbine. On a donc pas mal de timbres, donc c'est vraiment de l'unité gastro, déjeuner. On essaie vraiment d'être organisé. Voilà, on a tout ce qu'il faut, congèle. Après, on a une grande chambre froide, bien sûr, derrière, chambre froide négative aussi. Et on a un petit labo extérieur avec le laminoir, machine sous vide, tout ça. Donc franchement, on a tout ce qu'il faut. Trop bien. On va... Il y a plus, Bah oui, au il y a final, plus de place. Il y a plus de place. Ouais. préparer le tea time. Peut-être Laura, on va se Bien. mettre La chance, on va avoir la chance de goûter. Ouais. Alors là, je vais faire le Saint-Honoré vanille grillée. Donc une crème pâtissière à la vanille grillée, un caramel beurre salé et une chantilly à la vanille grillée également. C'est la pièce signature en fait du tea time. C'est la pièce qui est, je pense, la plus visuelle et du coup ça a un peu marqué les esprits. Du coup on a décidé de la garder parce que sinon toutes les autres pièces changent au fur et à mesure des saisons. Tu vois, voilà, c'est un intemporel. C'est drôle parce que sans m'en rendre compte aussi, c'est une team presque full Ferrandi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Elle représente c'est la Oriane, petite pub. elle était à Ferrandi. Oriane et Laura en fait étaient dans la même classe à Ferrandi. Donc la même promo. Clara qui vient d'arriver en tant que commis, elle vient de finir l'école. Ok. Et il y a Charlotte, notre stagiaire qui nous a rejoint, qui nous vient du Québec. Magnifique. Du Québec. Du Québec jusqu'au Saint-James. Ouais, donc voilà, on a une bonne team là. Donc on essaie d'avoir des pièces variées, toujours qu'il y ait une pièce au chocolat, une pièce à la vanille du coup avec le Sainteau. On essaie d'avoir toujours une viennoiserie, donc soit une brioche. Donc là, on a fait une viennoiserie à la noix de pécan. Ouais, C'est des noix de pécan françaises. On dit tiens, j'ai trouvé un fournisseur, donc Verger du Sud-Ouest, qui est un des premiers à faire en fait des noix de pécan françaises. C'est là-bas que vous preniez les cacahuètes aussi ou... Oui, c'est ça. Juste avant, on avait un entremets à la cacahuète de Gironde, pareil, incroyable. Et c'est les mêmes cacahuètes qu'on utilise aussi pour le bar. En fait, on fait un mélange nous-mêmes de cacahuètes salées pour le bar, pour qu'ils aient des choses à picorer avec des cocktails. Ouais. C'est ça que ça fait vraiment la différence. Ouais, malgré tout ce que tu as à entreprendre, tu vas jusqu'aux cacahuètes pour le bar. Oui. Ça, c'est un petit vacherin aux fruits noirs, donc cassis, myrtille et mûre. Du coup, il y a un sorbet à la mélisse, on en parlait tout à l'heure. La fameuse. Donc là, Fontainebleau au yaourt, la petite bille de sorbet mélisse. Okay. Donc ça demande vraiment le tea time un certain timing, parce qu'on a des pièces glacées. Ça, c'est le cookie glacé aussi au chocolat. Un cookie glacé. Ouais, donc on conseille vraiment un ordre de dégustation aussi à nos clients. Ouais. Forcément déguster le glacé en premier. Voilà, c'est pas vraiment des pâtisseries boutiques. Il y a quand même ce côté un peu dessert éphémère, quoi. Aussi, alors les figues, ils en ont que quelques-unes, donc dès qu'ils en ont, on les prend. Elles sont super bonnes, mais sinon on prend la figue de Soliès parce que ça ne peut pas répondre à nos besoins entièrement. Le tea time commence avec une première séquence. Il y a juste un petit sandwich salé. J'allais demander justement s'il y avait du salé. Il y a juste une pièce salée, un peu plus conséquente que les pièces de tea time. Donc là, en ce moment, c'est un pain au lait garni d'un appareil à œuf mimosa. Et sur le dessus, il y a du caviar et quelques feuilles de cerfeuil. Et il y a un pré-dessert aussi. Donc là, c'est un pré-dessert autour de la Port William, c'est du thé au jasmin. Ça permet de mettre un peu en bouche avant d'attaquer toutes les pièces. Après, c'est dégusté au bar
bar bibliothèque. Ok. Donc là, il n'est pas disponible. On va déguster ça au restaurant. Je vais pas me permettre de me plaindre quand même. Je vais pas me permettre de me plaindre. Donc du coup, on a le système de passe, on a des plateaux. Et en gros, pendant le service, on dresse sur les plateaux. Et après, on met dans le passe. Ok, c'est récupéré et dressé en haut. Voilà, c'est ça. Du coup, toi, pendant le service, t'es plus ici ou t'es plus... Je suis plus en bas. Ok. Je suis plus en bas. Heureusement, on a un système d'interphone, donc ça me permet de communiquer quand même avec le chef là-haut et la salle. Donc, tu peux mettre celle-là. Voilà. On se rejoint là-haut. Ça, c'est Léa, pour le coup, elle toute seule, pendant les vacances. Je leur avais un peu donné des lignes directrices. Elles avaient le temps, du coup, de travailler sur les essais. Ça, c'est Laura, avec moi. Léa, on a travaillé ensemble sur le Sainto. Oriane, la bariste, elle a travaillé sur une pièce entre mes stracciatella, qui c'est la prochaine pièce chocolat, qui remplacera un cookie. Et puis même, du coup, j'imagine, quand eux, ils sont en train de dresser, ça n'a pas le même sens quand ils savent qu'ils ont fait la création. Oui, c'est en fait, ça. Ils savent que, tu vois, faut pas que je mette trop de machin parce que je sais que quand on goûter, enfin, tu vois, c'est pas pareil que juste tu arrives, tiens, on fait comme ça. Et après, elles doivent répéter, je pense qu'ils quoi. portent pas la même attention, tu vois, aux pièces. Tu veux vraiment que ce soit, tu sais, enfin voilà, tout le travail qu'il y a derrière et tout. Donc, tu as vraiment envie que ça rentre bien, quoi. Je sais pas ce qu'on a fait pour mériter un tel accueil. On est bichot. On se sert. Oui. On passe en mode dégustation, Mode on a posé la déguste. caméra. Mode déguste. Il faut commencer par le vacherin fruits noirs mélisse, parce que donc il y a le sorbet à l'intérieur. Moi, j'ai le retour en direct. Sans vous mettre la pression. Honnêtement, c'est vachement bon. Je dis pas ça pour te faire plaisir. J'avais jamais goûté de dessert avec de l'oignon. Ouais, c'est pas facile à travailler. On a essayé que mûr, mais on trouvait qu'il manquait peut-être un petit peu d'acidité, du coup, qui est apporté par le cassis et la myrtille. C'est super frais. Ouais, là, il nous manque plus qu'un petit rayon de soleil. Ouais, c'est dommage. J'en Vous mange avez 10 de comme ça. pas eu de chance. Voilà, c'est ces dernières semaines. Après, ça va être. On va commencer les agrumes après. Ouais. C'est le début là, des agrumes. Vous travaillez pas mal avec Bachès. Ouais, c'est ça. On va commencer les essais là. Il nous a envoyé les premiers échantillons. Donc voilà, on va surtout travailler sûrement le calamansi et le citron caviar long. C'est les deux agrumes qui sont ressortis du lot. Et puis après, on va attendre. C'est encore assez tôt pour travailler la main de Bouddha. Tout ça. Mais c'est trop bien aussi d'utiliser des agrumes français. Déjà, tu découvres qu'en fait, en France, tu as déjà tout. On avait été voir avec deux autres personnes du Cheval Blanc chez Bachès. Ouais. C'était incroyable, la diversité d'agrumes qu'il a. Oui. Il a plus de 1000 agrumes différents là-bas. Et franchement, c'était incroyable de pouvoir même les voir ou même connaître des choses en fait qu'on n'avait pas du tout conscience. Oui, mais il y en a plein qu'on connaît pas. Enfin, vraiment. L'orange chocolat, j'ai jamais vu ça. Ouais, moi je connais pas, tu vois. Puis même lui, il avait une connaissance incroyable. Oui. Donc après, je vous conseille le cookie chocolat qui est glacé aussi. Quand tu dis glacé, du coup, c'est. Alors, donc en fait, on a fait un peu un fonçage de cookies, de pâte à cookies chocolat. En fait, on vient l'écraser à la fin de la cuisson et du coup, ça fait un petit trou et on garnit de crème glacée au chocolat. Donc c'est bien gourmand. C'est vrai que c'est froid quand je le prends dans la main. C'est le pire. Ça fait pas du tout le focus. C'est un échec. Ça va, je l'ai filmé tout à l'heure. En fait, on dirait une tarte en fait un peu. Ouais, c'est ça, c'est un peu une tarte cookie. En fait, au début, on avait essayé de faire genre un sandwich, mais en fait, hyper galère parce qu'à manger, t'as forcément la glace qui s'en va. Et du coup, on a réfléchi un peu à cette forme de fonçage, donc on a essayé, pas vraiment en fonçage parce que tu vois, c'est juste, on fait la forme à la fin de la cuisson, mais ça permet de la garnir quoi. Donc, Il y a plus en cercle, du coup, j'imagine, comme ça, quand tu emportes. Ouais, c'est ça. Et on a un poussoir quoi, qu'on a bricolé. Conseil de prendre la figue en premier parce que la pécan est assez gourmande, elle va vous prendre peut-être un peu plus la bouche. J'aime trop quand les pâtisseries elles sont plus un côté naturel, du coup, où il n'y a pas de moule. Et du coup, tu te débrouilles un peu pour trouver une forme originale. Ouais, c'était vraiment l'idée. Ça rappelle aussi un peu les fruits, tu vois, qui sont pas tous pareils. C'est un peu l'idée, la nature, quoi. Donc, vous avez un croustillant à l'amande, vous avez un biscuit amande, un crémeux feuille de figuier, un confit figue prune gingembre. En fait, l'idée, c'est vraiment de travailler la figue, mais en frais. Parce que souvent, on la voit rôtie avec des épices un peu. Et sur le dessus, vous avez une figue qui est osmosée dans un jus figue prune gingembre. Donc, vraiment presque confite, mais à froid, quoi, mis sous vide dans un jus. Et le tout est du coup enrobé d'une chantilly feuille de figuier. Et il y a un petit twist. En gros, dedans, on met un tout petit peu de vinaigre de prune. Qui rapporte une petite acidité, mais c'est le côté assaisonnement des cuisiniers. Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Bah, pareil, vinaigre de prune, je connaissais pas. Ça vient de la cuisine, quoi. C'est la cuisine qui est utilisée de base. J'adore. Ah, c'est vachement bon. Le goût de la figue il est tellement présent. C'est marrant parce que du coup, J'aime trop. le fait d'avoir osmosé la figue, t'as une figue quasi entière, mais tu sais, t'as l'impression que c'est presque en compoté en fait. Oui, c'est ça. mange toute seule, C'est ça. C'est confit, mais ça reste frais, tu vois. Quand tu dis osmosé, c'est le fait de. On appelle ça comme ça. En gros, c'est mis sous vide dans donc, un jus figue prune gingembre. Et en gros, tu as de l'eau de la figue qui part dans le jus et tu as le jus qui rentre dedans. Donc c'est ce qui fait ce côté confit, quoi. Ça, c'est assez Intéressante. subtil. C'est assez subtil, là, vers la fin. Ouais, on l'a sur la fin. On a d'abord la figue qui attaque bien. J'adore. Ouais, trop bien. Je suis content parce que tu vois, imagine, c'est pas bon. On est un peu en mode, Bah oui, mais bon, frais. Bon, on va passer. Mais là, c'est vraiment bon. On essaie d'avoir chaque pièce vraiment avoir son identité propre à elle, quoi. Allez, Et la Je pensais dernière, que le là, mur est mon comment on dit. préféré, mais en fait, le figue, c'est mon préféré. Ah ouais. C'est pas fini encore. T'as pas de préféré? Toi. Bah, fini. Préféré? Je le prendrais pas mal. Hein. Je pense que je dirais le mur. Ouais. Parce que moi, c'est le genre de goût que j'aime. Oui. Je pense que c'est une question de goût aussi, mais c'est hyper frais, hyper léger. Et du coup, c'est la mélisse, du coup, je connaissais pas trop, mais en fait, c'est un peu citronné. En Ouais, fait, ça c'est vient ça. juste relever un peu le goût des myrtilles, des misères et tout dedans. Et ouais. Mais du coup, c'est pas fini. Ouais, des cassis. La confit cassis, myrtille fraîche et mur. Ouais. Et t'as regardé en bas. Attends, on va déjà regarder. Non. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, pas du tout. Ok. C'est bien, J'adore c'est cette bien. vienne. Elle est Ah vraiment ouais, très belle. j'adore vraiment. Les pécans, du coup, elles sont caramélisées. Ouais, dedans il y a une frangipane à la noix de pécan et au sirop d'érable et un praliné noix de pécan. Et le tout est laqué de sirop d'érable. Donc ce côté brillant, c'est vraiment juste le sirop d'érable. J'aime tellement le sirop d'érable. Ouais, je t'avoue que C'est subtil parce que la pécan est quand même très présente. je suis pas trop sirop d'érable. Bah, c'est léger, Mais- enfin, tu me diras. J'ai confiance que je vais aimer quand même. Mais... Tu veux peut-être remanger avec nous? Ouais, je vais la regoûter. Être sûr que la qualité est constante. Toujours au rendez-vous. Et la volonté, du coup, de mettre une viennoiserie, c'est pour avoir un peu le spectre des. Ouais, c'est ça, pâtisseries. c'est un peu qu'il y ait une diversité dans les pièces. Puis, je sais pas, je pense Tea Time souvent. Il y a un truc de partage aussi, sinon. Oui, déjà une pièce de partage. Je trouve ça hyper important. Après, c'est pas toujours la viennoiserie qui est à partager, mais je sais pas, tu vois, il y a ce côté, tu vois, boisson chaude, viennoiserie un peu réconfortant. Ah, c'est super bon, en tout cas pour tous ceux qui n'aiment pas le sirop d'érable, c'est validé. Je valide quand même. Bah, c'est subtil, quoi, mais C'est subtil. en gros, au lieu de. Enfin, on a sucré les préparations avec le sirop d'érable. Du coup, ce tea time là, ça fait combien de temps qu'il est en place là? Alors, on a le premier Tea Time donc, a été mis en place fin novembre de l'année dernière. Ça fait presque un an au final. Et là, cette carte-là, elle est en place depuis début septembre, là, depuis 3 semaines. Et je te dis, c'est chaque pièce qui change au fur et à mesure. On avait une charlotte aux fraises, du coup, elle est partie. On a mis un entremets figue à la place. Et on a mis la viennoiserie pécan à partager. Et oui, on avait une tarte à la rhubarbe aussi qu'on a enlevée. Enfin, c'est chaque pièce qui change au fur et à mesure. Et là, il va changer dans 3 semaines encore. Voilà. Donc voilà, c'est en fonction vraiment de la saisonnalité. Ok. Voilà. Quel Donc, plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Je ne peux que recommander. Ouais, bah oui, faites de la pub. Là. Ouais. Continue, honnêtement, on va continuer à suivre de loin ou de près comme on peut ton parcours. Et on se voit bientôt, hein, j'espère. Bah oui, bien sûr. Au salon du chocolat, peut-être. Exactement, sur scène. On sera tout d'alfond. Des pancartes. Ok. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous. J'espère que vous avez bien mangé. J'espère que tu auras encore un petit creux pour ce soir. Ouais. Mon repas de ce soir, il va passer à la trappe. Ok. Voilà. Bon, merci. Merci beaucoup. Ah, merci. Ok. À bientôt. À Oui, bientôt. j'ai même pas dit au revoir.